Mohamed, une réponse? Oui, je commence à affirmer ce que je suis. Avant, je vivais un peu dans la façade. Il fallait que je plaise pour être accepté. Et dans le milieu où j'étais, je vous assure, hein, vous êtes un peu différent, vous êtes très différent. Il suffit que vous êtes un peu différent, vous êtes tout de suite très différent. Et là-bas, ça manque que tout le monde que tout le monde dans ce milieu-là ait la réplique des autres, quoi. Enfin, on dirait une duplication de clone. Tout le monde c'est René Gérard qui parle du mimétisme et tout. Là, je l'ai bien vu. Et si vous étiez dans quel milieu, pour préciser? Milieu modeste, quoi. Enfin, milieu modeste et quartier un peu difficile. Voilà. Et que voilà, c'est ça. Les stigmates, on les repère vite. Ouais, celui-là, quand il parle, on ne comprend rien, il bégaye, il a des tics, il est chelou. Enfin, tout de suite, voilà. Et c'est tout de suite, vous devenez une cible d'attaque. D'attaque parole, après ça va vite à l'attaque physique. J'ai pas eu trop d'attaque physique, mais c'est. Et voilà. Et c'est dommage, ça. Il suffit qu'on soit un peu différent pour qu'on devienne très différent et qu'on devient la brebis noire, quoi. Et j'ai commencé à m'émanciper quand on prend conscience de sa propre valeur. Et ça, c'est important. Prendre conscience de sa propre valeur. Ne laissez pas les autres dire ce que vous avez à dire. Il peut vous arriver de dire « Ah merde, j'ai pensé comme lui, je ne l'ai pas dit. » Tant pis pour vous, vous auriez dû le dire. Parce que vous avez autant de choses à dire. Et il ne faut pas écouter cette petite voix qui dit ferme-la, t'es nul, tu ne sers à rien, tout ce que tu dis, c'est de la merde. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est un peu de l'imaginaire. Et c'est un peu dur de le casser, cet imaginaire. Parce qu'il a été nourri par des représentations, par je suis comme ci, je suis comme ça. Et plus on le dit, plus ça devient vrai. Voilà. Et c'est important de rester dans un milieu bienveillant, ouvert, qui vous accepte comme vous êtes. Là, je fais partie avec Pascal du conseil d'entraide. C'est un lieu ressource, c'est une communauté de personnes en situation de handicap et qui œuvrent à la déstigmatisation. Et actuellement, on prépare un film. Pour le concours Art Convergence. Art et Convergence, ouais. Art et Convergence, voilà. Ben ça m'a valorisé. Voilà, c'est l'idée de participer, l'idée de créer. Voilà, l'idée d'être avec des personnes qui vous comprennent aussi. Voilà. Mais il ne faut pas trop rester avec des personnes comme vous, enfin aussi, parce qu'on a un peu besoin de se confronter à l'extérieur. On ne peut pas rester trop. Et je me dis que quand on est que c'est bien de se ressourcer dans ces lieux-là pour après avoir les armes pour pouvoir affronter l'extérieur. Voilà. Mais c'est bien qu'il y ait des lieux ressources pour se nourrir et reprendre des forces pour aller non pas à la guerre, mais pour aller affronter l'extérieur. Voilà. Odile ? Oui, déjà, alors j'aimerais revenir sur cette question de l'authenticité et du fait que si on est authentique, on va être automatiquement accepté. Et en fait, j'ai personnellement fait l'expérience que ce n'était pas le cas. Et donc déjà, j'aimerais citer c'est un livre qui s'appelle La méthode TRE. C'est une méthode pour se libérer du psychotrauma, etc. d'un quelqu'un qui s'appelle Berceli et qui est... En fait, il était médecin en zone de guerre et il a été confronté en fait, à beaucoup des situations extrêmement violentes, etc., des récits très violents. Et il a développé un stress post-traumatique. Et à un moment dans le livre, il dit... qu'il y a cette illusion positive que se font les gens, que s'ils sont des gens bien et qu'ils agissent bien et selon leurs propres valeurs, il ne leur arrivera rien. Et qu'en fait, il y a une espèce d'état d'effondrement qui se fait à partir du moment où le traumatisme il t'arrive quand même. Et en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est particulier par rapport à ce qu'on peut appeler problématique psychique, mais dans ce qu'elles ont de plus grave, c'est qu'il y a quand même une idée quand même de fracture. Enfin,
les gens, enfin, vous avez dit au début de la journée, oui, il y a peut-être pas eux et nous, il faudrait peut-être pas stigmatiser les autres, la société, les soignants et tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'entends aussi des personnes dire, j'accepte et je comprends la stigmatisation parce que moi-même, avant de tomber malade, entre guillemets, on me disait bipolaire, schizophrène et tout ça, j'avais des préjugés également. Et donc c'est aussi quelque part, l'autostigmatisation, ça peut être aussi se culpabiliser des préjugés qu'on a eus par rapport à tout ça. Et ensuite, par rapport aux émotions mauvaises, comme tu disais, Mohamed, en fait, on parle aussi effectivement d'émotions négatives. Et ce que je retrouve beaucoup dans les groupes de parole, du rêve et tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent exprimer leur colère par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à leur vécu psychiatrique, mais des fois par rapport à avant ça. Et qu'en fait, justement, quand je disais la peur d'être jugée, ça peut être ça, parce que, en fait, c'est vrai que, par exemple, hier, j'ai eu un premier rendez-vous avec une psychologue qui travaille au centre du psychotrauma. Voilà, et parce que ça faisait très très longtemps que j'avais demandé une prise en charge de ce type, j'étais sur les attentes. Elle m'a pris très longtemps, ça a duré pratiquement 1 heure. Pendant les 3 premiers quarts d'heure, voilà, je m'exprime bien, tout ça. À la fin des 3 premiers quarts d'heure, elle me dit écoutez, je trouve que vous avez l'air d'aller bien, hein, puis vous avez même pas l'air déprimé. Puis dès que je disais voilà, on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire et tout ça, elle levait les yeux au ciel en disant mais qui a pu vous dire ça, c'est pas possible. Et elle a pas du tout remis en cause en fait ce que j'ai dit de la violence que j'avais subie par rapport à la psychiatrie. Et en fait, au bout de ces 3 quarts d'heure, à partir du moment où j'ai dit que j'avais pu avoir des dépressions telles que j'avais eu des mélancolies délirantes, que j'avais eu des idées persécutives et tout ça. À la fin, elle m'a dit « Oh là là, vous savez, nous, on a déjà eu des patients bipolaires et tout ça, c'est tellement compliqué, nous, on n'est pas trop fait pour ça, je suis pas sûre qu'on pourra vous prendre en charge. Vous savez, les patients, des fois, après, ils sont en dépression et nous, c'est quand même un rendez-vous d'une demi-heure et puis après, on les lâche dans la nature, on sait pas. » Et en fait, la fin de ce rendez-vous, ça a été juste un dialogue comme ça pour essayer de, je sais pas, me vendre pour avoir le droit d'être prise en charge, en fait. En lui disant, mais, enfin, je me disais même, mais attendez, mais ça veut dire que les personnes qui ont été gravement traumatisées, ça leur arrive jamais d'être en dépression en rendez-vous. Et ils font comment avec ces personnes-là ? Enfin, des trucs comme ça, enfin, je me dis, c'est juste pas possible quand tu dis, en plus, être expert, et puis qu'elle me dit, quand même, mon but, c'est de vous aider, de vous trouver une prise en charge adaptée. J'ai dit, ok, mais bon, vous m'avez parlé depuis 3 quarts d'heure. Moi, je me connais depuis un certain nombre d'années. Et puis surtout, j'ai déjà eu des prises en charge, donc je sais de quoi il s'agit. Donc en fait, c'est plutôt à moi de vous dire quelles sont mes envies, mes besoins, et puis si vous pouvez me proposer des choses, c'est normal parce que vous avez aussi votre expérience, mais faites-moi confiance aussi pour vous dire que si ça se passe mal, si je le ressens mal, je vous le dirai. Mais en fait, c'est pour dire à chaque fois, il y a quand même un certain nombre de fois où quand je me suis ouvert aux infirmiers et tout ça, il y a quand même un certain nombre d'infirmiers que j'ai rencontrés qui, on discutait tout ça et qui me disaient mais vous avez rien, vous avez jamais fait de dépression, vous n'êtes pas malade et tout ça, vous comprenez, il y a des patients ici qui sont très très graves, vous c'est pas votre cas. Je leur disais écoutez, vous n'avez pas lu mes comptes rendus médicaux, puis j'ai eu 4 hospitalisations, dans le dernier il y a marqué que j'entends des voix alors que j'aurais dit que c'était pas le cas. Enfin, donc non, en fait le fait de se livrer parfois ça peut être même dangereux. Et justement, j'avais fait un MOOC sur le rétablissement. Donc, je vous en avais parlé, effectivement, je peux avoir quelques critiques à faire par rapport à ce MOOC, mais il y avait quand même toute la question du dévoilement qui était évoquée. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même assez frileuse par rapport à cette question de faire son coming out. Déjà, même, on n'est pas forcément obligé de le faire et de le dire. Et il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, même si on essaie d'expliquer les choses. Et ça, c'est effectivement, il faut l'accepter. Mais du coup, il y a des choses, en fait, on sait que selon l'interlocuteur, on va pas pouvoir dire certaines choses. Et ce n'est pas un manque d'authenticité. C'est juste le fonctionnement social. Voilà, c'est mon jugement par rapport à cette question. Merci Odile. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? J'aimerais bien parler de ma coiffeuse. De ma coiffeuse. De votre coiffeuse. Qui est formidable. Si c'est dans le sujet, oui. Ah ouais, c'est complètement dans le sujet. Ma coiffeuse qui me coiffe très bien et que j'aime beaucoup.
Je vais chez elle il y a 2-3 mois de ça, et il n'y avait personne dans le salon de coiffure. Il n'y avait personne. Et je lui avais jamais parlé de mon métier. Et puis, elle commence à me laver les cheveux, tout ça, très bien, je suis très content. Et puis, elle me dit, alors, qu'est-ce que vous faites de beau? Et je lui dis, moi, je suis père aidant professionnel. Comment ça? Et je lui dis, j'accompagne des personnes qui ont des troubles psy, sachant que j'ai moi-même des troubles psy. Et j'ai senti comme une légère tension. Légère. Et en fait, par la suite, en fait, la discussion a été très, très légère également. Et puis, en fait, en sortant, je me suis rendu compte qu'on était tous les deux, tout seuls dans le salon de coiffure, et qu'elle s'est probablement dit, il va m'assassiner, quoi. Clairement, hein, il peut être dangereux, ce garçon. Alors que ça fait des années que je vais chez elle, hein, ça vraiment des années. Et là, je revais chez elle, et on discute un petit peu, et puis elle me dit, comment vous allez? Je lui dis, moi ça va. Et votre métier? Je lui dis, vous vous rappelez ce que je fais? Elle me dit, oui, je me rappelle. Et on a discuté de mon métier, elle était plus ouverte. Et il n'y avait personne dans le salon de coiffure, encore une fois. Mais ça, c'est merci le Covid. Et il n'y avait personne dans le salon de coiffure. Et en fait, et puis au bout d'un moment, on est passé à autre chose. Et j'ai compris qu'en fait, elle avait probablement évolué par rapport à mon métier, par rapport à ça, au fait qu'il y ait des personnes qui aient des troubles psy, que j'ai moi-même des troubles psy, qu'elle s'était un peu habituée à l'idée, et peut-être qu'elle s'est renseignée dessus, voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, j'ai été authentique avec elle. Voilà. Et elle m'a retourné un signal qui était... Comme quoi ça marche. Ouais, mais au départ, elle m'a retourné un signal quand même qui était assez négatif. Là, je me suis senti un petit peu... c'est pas stigmatisé, mais un petit peu... il fallait mettre les couteaux loin, les ciseaux loin de moi, quoi. Et puis, en fait, après, ça a marché. Ça a peut-être marché. J'en sais rien, mais en tout cas, elle avait plus de sourire que la fois d'avant. Voilà, donc je crois vraiment en la vertu de la pédagogie, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire de cette fameuse transmission et d'expliquer les choses, ou en tout cas de transmettre un tout petit bout de la chaîne, et puis après on tire le fil. Voilà, la personne, au fur et à mesure, peut-être qu'elle va poser des questions, et peut-être qu'au fur et à mesure, on va arriver à une belle idée, qui est très très loin de ça du thriller, tu vois, du mec qui va nous couper en morceaux tout le monde. Absolument horrible. Psychose, quoi. Donc, je crois en cette vertu de transmettre ce que nous on est, ce que nous on vit, comment on compte s'en sortir, en quelque sorte, en tout cas ce qu'on compte faire pour se rétablir. Et que c'est possible, et qu'il y a beaucoup de souffrance dans tout ça, finalement. Et que rien que le fait de transmettre ça réduit un peu la souffrance. Juste un peu. Et que peut-être la personne ira vous poser encore d'autres questions, et ça va encore réduire un peu la souffrance. Parce que finalement, on sera aimé pour ce qu'on est, et non pas pour ce qu'on montre, ce que la personne imagine. C'est très intéressant. Et je pense que ta coiffeuse d'autant bien réagi que tu lui as dit que tu étais père aidant, mais que tu avais des troubles de psy, mais que tu étais père aidant. Mais que tu n'avais pas que des troubles psy. Tu as fait de cette expérience, de ce vécu, une expérience. Et c'est ça qui a été valorisant. Et c'est ça qu'elle s'est dit, ce monsieur, il a fait quelque chose de sa maladie. Je veux dire, il n'a pas subi. Et c'est ça qui peut être valorisant. Même aux yeux des autres, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce que j'explique souvent dans les formations, les sensibilisations. J'explique que c'est plus... c'est pas
que le trouble psy, en fait, on essaye de faire en sorte que ça se transforme en ressource. Catherine a tout dit tout à l'heure, de toute façon, hein, mais, dans sa vidéo, mais le fait qu'on soit sur un chemin, ce genre de choses-là. Mais effectivement, le trouble psy peut être une ressource. Devrait être une ressource, en fait, finalement. Parce que chez toi, ça amène des idées créatives, par exemple, et que chez moi, ça m'a rendu combattant. Rien que ça m'a rendu combattant. Enfin, persévérant, ça m'a donné envie d'y aller, quoi. Notamment. Merci, messieurs. C'est l'heure de terminer cette table ronde. Je donne la parole à Odile pour quelques secondes. Oui, bon, je remets pas, voilà, tu as ton expérience, etc. Il se trouve que, en fait, tu as dit à ta coiffeuse que tu allais bien. Et c'est justement ça le point, c'est que qu'est-ce qui se passe quand, en fait, on va mal et que, voilà, par exemple, moi, j'avais un ex, en fait, qui, quand je l'ai rencontré, en fait, j'allais vraiment pas bien, et donc du coup, je lui ai dit tout de suite, voilà, j'ai un trouble bipolaire et tout ça. Bon, à cette époque, j'adhérais à cette étiquette. Et en fait, à chaque fois, il me disait « Ah, mais pourtant, pour une bipolaire, t'as les pieds sur terre, ou des trucs comme ça. » Et en fait, ça, dans l'intimité, c'était franchement chiant, en fait. Le fait que tout soit toujours remis par rapport à ça, et je me disais « Mais mince, si jamais je m'écroule, qu'est-ce qu'il dira ?» Voilà. Donc, je pense juste que, effectivement, il peut y avoir le rôle de la pédagogie, tout ça. Tout le monde n'y sera pas réceptif. Ça, c'est sûr. Et c'est surtout, je pense que le plus important pour lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation, aussi pour l'autostigmatisation, c'est la multiplication des témoignages. Parce qu'on voit que là, on a eu des expériences extrêmement différentes, que tout le monde n'était pas forcément d'accord, ou en tout cas n'avait pas emprunté les mêmes chemins. Et je crois que c'est vraiment ça qui est très important, c'est pas de réduire justement la présentation. Qu'est-ce que c'est que le trouble bipolaire? C'est tel symptôme, et puis ça coûte tant de milliards d'euros, et puis voilà, c'est un handicap grave et tout ça. Non, là, on a vraiment parlé à partir de nos expériences et de notre individualité, et je pense que c'est ça qui est fondamental. Merci beaucoup à tous les trois. Prendre la parole, transmettre, très important. Oui. Alors vraiment, 5 secondes. J'aimerais dire un message d'espoir. Oui. Même si ton passé antérieur a été imparfait, ce qui n'a pas été si simple pour toi, participe dès à présent à composer pour un futur indicatif. L'impératif, n'est-ce pas, de rendre le présent plus que parfait? Le présent est un cadeau. C'est maintenant. Mais c'est aussi maintenant, l'une et l'autre. Parce que la question du lien, de l'attachement, avec une personne de confiance, avec une personne aux ressources, est primordiale dans la démarche de rétablissement. Et je finirai par ceci. Une personne à qui on tend la main, à son tour, la tendra vers l'autre. Merci. Merci Mohamed, merci à vous trois.